la municipalité de San Ferdinand a pour attraction principale un grand lac appelé lac William, où se déroulent diverses activités estivales et hivernales et par lesquelles de nombreux touristes sont attirés. Cependant, ce lac n'est pas la source d'eau pour les citoyens de ces régions. Le maire de San Ferdinand, Yves Charlebois, nous a expliqué comment l'eau est fournie dans cette municipalité et les projets d'amélioration qui sont en cours d'évaluation. Okay. Comment est-ce que le système d'eau fonctionne? C'est très simple. Nous avons des puits qui sont situés sur la route La Rochelle à Irlande, environ à 5 km d'ici. Et les puits fournissent de l'eau suffisamment et c'est redistribué ici au réservoir par un système de canalisation. Et comme c'est plus haut là-bas, la route, l'endroit où les puits boissonneaux sur la route de La Rochelle, l'eau arrive ici par gravité, tout simplement. On n'a pas de système de pompage entre les deux. Tout simplement, ici, c'est une station de chloration. C'est que l'eau, on la reçoit, c'est de l'eau pure qu'on reçoit de nos sources d'eau. Quand ça arrive ici, tout simplement, on rajoute une certaine quantité de chlore. C'est très, très, très minime. Par la loi, on est obligé de chlorer l'eau. Et par la suite, c'est mis dans le réservoir qui est à ma droite, là, qui représente 500 000 gallons d'eau. Nous, ici à la municipalité, on consomme environ 300 000 gallons d'eau par jour, là, par cycle de 24 heures. Cette eau-là, elle est distribuée à la grandeur du village, c'est-à-dire à partir de la route de la Vida jusqu'à la route 165. Combien de gens? Il y a 3 employés à temps. C'est toujours en rotation parce qu'il y en a un par jour, tout simplement. C'est que 365 jours par année, on teste l'eau ici. Il y a toujours des tests qui se font chaque matin. Et une fois par semaine, le lundi, on fait 4 prélèvements dans la municipalité. Un ici, un prélèvement ici et dans 3, soit dans des maisons ou des commerces, etc. On fait des prélèvements et c'est envoyé au laboratoire à Québec. Le résultat est envoyé au ministère de l'Environnement et à nous également. Et on est sûr qu'on est conforme, tout simplement qu'il n'y aura pas de danger. L'eau est toujours parfaitement potable. C'est pour ça qu'on fait des tests tous les matins, même au jour de l'an, à Noël, etc. Il y a toujours un col bleu qui est formé. D'ailleurs, il y a une formation en eau potable qui est obligatoire, avoir une carte de compétence pour faire ce métier-là. Et c'est ça, c'est un col bleu formé, fait qu'on sont 3 au service de la municipalité qui ont une formation pour voir à la qualité de l'eau. Ça, actuellement, le réservoir qui est derrière moi, qui est sous la couverture, ça représente 500 000 gallons d'eau. Et c'est évidemment, quand il en sort de l'eau, il y en a qui rentrent, c'est toujours en perpétuelle circulation. Nous, à la municipalité, comme je vous l'expliquais tantôt, on consomme environ 300 000 gallons d'eau par jour, que ce soit pour le lavage, la consommation, etc. Pour ce qui est de la consommation, où on boit de l'eau, ça représente à peine 5 on vérifie l'eau potable à fond la caisse, mais en réalité, il y a rien que 5 de l'eau qu'on distribue qui est consommée et bu, là, tout simplement. Le restant sert au lavage, à différentes utilisations, à faire la cuisine et tout ça. On dit qu'au Québec, on consomme environ 400 litres d'eau par jour, les Québécois. C'est beaucoup, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Ça pourrait être moindre, mais en tout cas, c'est nos habitudes. C'est comme l'eau n'est pas rationnée ici, fait qu'on ne regarde pas là, vraiment. Le maire Yves Charlebois nous a expliqué que même si l'eau utilisée par les citoyens ne provient pas du lac William, elle retourne au lac une fois utilisée à des fins humaines. Parce qu'une fois que les gens ont utilisé l'eau, ça tombe dans notre réseau d'eau usée. Ces eaux usées-là s'en vont à notre bassin d'épuration. Nos bassins d'épuration, il y en a 3. C'est sur le chemin Gosford. Là, il y a un traitement qui est fait par décantation. Et une fois que c'est décanté et en même temps, on retient la matière en suspension, c'est retiré à l'extrémité du lac et c'est remis dans l'environnement. Là encore aussi, il y a des tests qui se font régulièrement pour que ce qui sort de notre réseau et de l'eau est de bonne qualité pour pouvoir la rejeter dans l'environnement. Et aussi, on vérifie, ça c'est aux 2 semaines, c'est envoyé au laboratoire ce qu'on envoie dans l'environnement. Et aussi, qu'est-ce qui rentre, on fait à travers le réseau, on met une sonde, on prend de l'eau, mettons, au centre du village, des eaux usées, pour faire un échantillon. Rendu à la station, on fait des échantillons de ce qui rentre et ce qui sort également.
Et puis, il y a plusieurs échantillons qui se prennent parce qu'on veut savoir s'il y a des métaux lourds, s'il y a des hydrocarbures, il y a plein de trucs, là. Fait qu'on envoie même une grosse chaudière avec un sac stérilisé. On envoie ça au laboratoire également qui, eux, semble-t-il, mettent des alevins, là, des bébés poissons là-dedans pour voir si ça tient le coup. C'est comme une espèce de principe du canari, tu sais, l'oiseau qu'on met dans une mine qu'on faisait à l'époque, à peu près semblable, le même système. Le contrôle de l'approvisionnement en eau se fait grâce à un système de télémétrie moderne qui les permet de connaître rapidement toute anomalie. Mais tous les cols bleus on a un système de télémétrie. C'est très sophistiqué, Saint-Ferdinand, ça a l'air de rien, là. On a un système de télémétrie. Si jamais il y a un problème avec la chloration, on sait en temps réel, tous les cols bleus qui s'occupent des eaux savent avec leur téléphone en temps réel combien est-ce d'eau qui sort de là. C'est quoi le taux de chlore qui sort à ce moment-là. Okay? Si jamais, un exemple, on ouvre une borne fontaine au village, là il va y avoir une grosse consommation d'eau. Le col bleu, il est à Québec, il sait exactement qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Ça arrive en temps réel, il sait exactement combien est-ce qu'on consomme. Fait que si j'ouvre une borne fontaine, puis on consomme, par exemple, 500 gallons en dedans de je ne sais pas combien de temps, en dedans de 3-4 minutes, il va dire « Oups, il y a quelque chose. Il y a une borne fontaine ouverte parce que le feu est pris, quelque chose comme ça. » On sait tout ça. Et la même chose pour les eaux usées. Chacune des stations de pompage, on en a 5, c'est tout relié par télémétrie. Fait que s'il y en a une qui est en panne, ça sonne sur le téléphone de nos cols bleus. Un projet est actuellement analysé par l'administration de San Ferdinand et consiste à créer un nouveau système d'approvisionnement en eau pour faire face aux saisons de sécheresse, ce qui impliquerait la construction de nouvelles canalisations. Et de quoi il s'agit pour notre système d'approvisionnement en eau? C'est qu'actuellement, on manque pas d'eau, on n'a pas de problème, sauf que quand il arrive une sécheresse, le moindrement, comme c'est déjà arrivé, ça arrive très, très rarement, ça nous est arrivé il y a 3 ans. On a manqué d'eau, on était pour en manquer, ça fait qu'on a fait venir de l'eau par citerne de la municipalité de Plessisville, Victoriaville. On nous a livré de l'eau en quantité, en plein camion, pour la période de sécheresse en question. Quand il s'est mis à pleuvoir, les nappes phréatiques ont monté et on a pu l'utiliser. Si on veut faire une expansion au village, avoir plus de maisons, etc., le ministère de l'Environnement nous exige d'avoir une autre source d'approvisionnement en eau potable. Ce qui est pas si pire ici à Saint-Ferdinand, c'est que à l'époque, il y avait un hôpital qui s'appelait l'hôpital Saint-Julien. Ils avaient leur propre source d'eau. C'était astronomique comme quantité d'eau qu'ils ont. Ça nous appartient maintenant, la ville. Ça a été cédé à la municipalité, ces sources d'eau-là. Et présentement, on fait des études et avec des ingénieurs, etc., pour pouvoir, en cas qu'on manquerait d'eau, pour être sûr de nous, on pourra récupérer cette réserve d'eau potable-là qui sera acheminée ici au réservoir pour être chlorée et distribuée dans le réseau. Ça va, je ne peux pas vous dire combien ça peut coûter exactement. Je sais qu'on a un programme de subvention qui vient avec ça, là. Mais où est-ce qu'on en est, c'est que la source est à peu près à l'endroit où on peut se brancher. C'est environ 1,5 km à l'extrémité là-bas, qui est la canalisation principale de nos sources d'eau. Si ça fonctionne comme prévu, il y aura une canalisation qui va se diriger vers ici au réservoir. Pour pouvoir effectuer ce transfert-là, d'avoir un ajout d'eau potable, ça fait environ 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur le coup pour pouvoir brancher éventuellement les réserves d'eau de l'hôpital vers le système de chloration ici. Environ. Combien ça peut coûter, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une question, là, je dirais des chiffres, je parlerai à travers mon chapeau. Je sais qu'il va y avoir des frais qui vont s'ajouter à ça. On a la taxe sur l'essence et le carburant qui nous revient, fait qu'on a un certain montant disponible à ce moment-là. Et il y a également le programme Primo et Frimo du ministère des Affaires municipales qui peuvent nous aider à réaliser ce projet-là. Oui, bien, c'est des programmes qui sont, ce sont toujours des travaux qui sont grandement subventionnés, comme par exemple la taxe sur l'essence et le carburant. C'est un revenu qu'on a à la ville, justement, dédié à ça. Puis le programme Primo-Frimo du gouvernement pour les eaux potables ou les eaux usées, à ce moment-là, ils peuvent nous fournir jusqu'à 95 % du financement.
Mais pour rassurer les citoyens, c'est simplement qu'il ne faut pas manquer d'eau, tout simplement. C'est arrivé. Quand nous, ça nous est arrivé il y a 3 ans, on n'était pas tout seul. Là. Il y avait Lambton, je donne un exemple. Saint-Antoine-de-Thiers était dans la même situation que nous. Il achetait de l'eau des villes là, à ce moment-là. Comme je vous dis, c'est à peu près à 1,5 km, 2 km par là. La canalisation des puits, elle est là. Fait qu'il y aurait une canalisation qui viendrait ici, qui rentrerait dans le réservoir. Fait que si on manque d'eau, on ouvre le robinet de cette canalisation-là. Ah, seulement la canalisation? Oui, c'est ça. Le garage municipal situé en haut de la rue de la Côte de l'Église à Saint-Ferdinand est l'un des sujets qui ont retenu l'attention lors de la séance ordinaire du 5 août. Le garage sera agrandi et rénové. Des installations de base comme un bureau, une cuisinette pour manger avec une table, des toilettes et des douches sont manquantes pour les employés qui y travaillent. Oui, bien, le garage municipal sert à entreposer, c'est tout ce qui est les panneaux indicateurs dans la municipalité. Tous les équipements, les tuyaux, les ponceaux, tout ce que c'est que la municipalité a besoin pour les travaux publics, c'est au garage municipal que ça se passe. Et si on veut réparer des choses, on a un garage à cet effet-là. Le garage qui est derrière moi date de 1980. À l'époque, nous étions 3 municipalités. Le garage a été construit pour la municipalité du village, qui à l'époque s'appelait Bernierville. Il y avait 2 autres municipalités. Il y avait Halifax Sud, qui est devenu Saint-Ferdinand par la suite, et Vianney. Il y avait 3 garages municipaux. À l'époque, c'était un peu folklorique. Le garage municipal qu'il y avait pour la campagne, c'était chez l'inspecteur. Son garage personnel chez lui. C'est là que ça se passait. Il y a la même chose du côté de Vianney, tout simplement. Là, actuellement, ben, c'est ça. Le garage qu'on a ici est désuet. Ça fait depuis 1980 qu'on l'a. C'est mal adapté à nos besoins actuels. C'est pour ça qu'on veut faire des travaux d'agrandissement prochainement. Là, actuellement, on a derrière moi, il y a juste une porte. Le prochain garage qu'on va agrandir, il va avoir 4 portes. 2 seront chauffées pour pouvoir laver des camions, des choses comme ça. Puis 2 autres vont servir uniquement d'entrepôt ou pour différentes réparations, mais ça ne sera pas chauffé en hiver, les 2 autres portes, tout simplement, du garage. Ça va être doté d'une cuisinette. Il va y avoir une cuisine à l'intérieur. Il va y avoir des douches, un bureau convenable. Et tout ça, là, vraiment que ça soit fonctionnel, que ça soit agréable pour notre personnel. On a 6 personnes qui travaillent aux travaux publics. Fait qu'on voudrait absolument pouvoir leur donner un milieu de vie plus agréable qu'ils ont présentement. On n'a pas d'intention d'accroître l'équipe de la broyerie, mais par contre, on veut leur donner un milieu de travail qui est un peu plus agréable que ce qu'on a présentement. Le projet en tout, l'entrepreneur, c'est les services professionnels, c'est environ 2,1 millions et on est subventionné à 78 par le gouvernement du Québec. Tous les équipements vont être à bonne place. Là, actuellement, on a 2 cabanons en arrière pour mettre des tondeuses, toutes sortes de choses. Tout va être à la même place. Ça va être plus propre également derrière le garage parce qu'on va avoir beaucoup moins de choses qui vont traîner à la vue de tout le monde. Pour ce qui est des citoyens ici, ça représente environ des frais de financement d'environ 50 000 par année. Puis sur un budget de 5,5 millions qu'on a à la ville, ça ne paraîtra pas du tout sur le compte de taxes des citoyens. On n'augmentera pas les taxes pour ça. C'est des frais de financement, mettons, sur 10 ans. C'est environ 50 000 par année pendant 10 ans. Ce qui va être la portion que la municipalité aura à payer pour ce nouvel équipement. Les élus ont fait le dépôt du projet de règlement avec un emprunt de l'ordre de 2,5 millions de dollars pour sa mise à niveau. Les travaux d'agrandissement vont s'effectuer probablement dès le mois de septembre ou octobre cette année. C'est sous la supervision, c'est une firme d'architectes de Thetford Mines qui a le mandat de faire réaliser les travaux et qui vont avoir une supervision lors de l'exécution des travaux. Et quand va être prêt? Probablement le printemps prochain. Entre-temps, il faut continuer à travailler, ça fait qu'on va utiliser encore cet espace-là pour les travaux, mais au fur et à mesure, là, on est déjà prêt pour le déménagement. On est en train de faire des boîtes pour mettre différents équipements d'aqueduc et d'égouts. On est en train de faire le col bleu derrière moi, il est en train de faire des boîtes qui vont servir de boîtes de rangement.
Pour terminer, le maire Charlebois a répondu à quelques questions sur les enjeux les plus importants qui touchent la municipalité, tels que les projets éoliens et les cas de vandalisme survenus lors d'un festival d'été. L'été 2024 à Saint-Ferdinand, ça a été un été très festif parce qu'on a eu des spectacles, on a eu des spectacles tous les jeudis soirs, tous les dimanches. On a eu des spectacles hommage à des groupes là, comme on a eu les AC/DC, les Alcoolica qui faisaient du Metallica, etc. Et tous les jeudis soirs, plein de gens venaient au Belvédère pour les spectacles. Le dimanche également, c'était un peu plus, un autre public un peu plus âgé le dimanche. C'est un peu de la musique country avec de la danse en ligne, des choses comme ça. Le dimanche, c'est très agréable. On a eu également le 26 juillet un saltimbanque, comme on peut dire, il s'appelle Tony la Sauce. Il est venu faire son numéro à la marina toute l'après-midi jusqu'en début de soirée. Les gens étaient en bateau autour d'un monsieur qui joue de la batterie avec un disc jockey. C'était la grosse fête là, à la marina. Puis il y a eu une banalité, c'est qu'après le feu d'artifice, il y avait des voitures sur la rue Notre-Dame, puis des gens qui ont égratigné des voitures avec une clé ou un tournevis, quelque chose comme ça. Et là, c'est la police qui a ça entre les mains. Je suis en lien avec notre député Éric Lefebvre présentement pour reconvertir l'ancienne maison du Sacré-Cœur en logement. Et cet immeuble-là appartient aux services sociaux, là, communément appelé le CIUS. Et eux ils vont nous céder cet immeuble-là qui va être probablement géré par l'Office régional d'habitation. Éventuellement, on va pouvoir faire entre 15 et 25 logements à l'intérieur. Ce n'est pas une institution qu'on veut créer à cet endroit-là. Pour ce qui est des éoliennes, il y a deux volets. Nous, la municipalité, on est partenaire financier avec la MRC des Appalaches et bientôt avec l'Aude-Binière. On est partenaire financier pour des futurs projets éoliens. Entre autres, il y en aura un à Saint-Pierre-de-Broughton. Ça, ça va se faire là, à Saint-Pierre-de-Broughton. Nous, on va retirer des redevances de ça. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, comme par exemple du côté de Saint-Pierre-Baptiste, Laurierville, avec la compagnie Inergex. Ça s'en vient éventuellement. Pour ce qui est de nous, à Saint-Ferdinand comme tel, notre parc éolien, éventuellement, va prendre probablement de l'expansion. Et là, on attend, c'est parce qu'on ne peut pas... Le poste électrique qui reçoit l'électricité ici, c'est appelé civil qui n'est pas prêt à recevoir plus de courant présentement. Fait que c'est ça. Nous autres, comme on est partenaire financier, on va avoir des redevances pour le parc éolien de Saint-Pierre-de-Broughton. Et éventuellement à Saint-Pierre-Baptiste, puis tout ça. Parce que nous autres, les municipalités, on a un problème, c'est que notre seule source de financement comme telle qu'on a, c'est la taxe foncière, ou des petites choses, là. Mais si on ne veut pas augmenter les taxes tout le temps, parce que le foncier, bien, il faut avoir d'autres sources de revenus. Puis ça en est une qui était une source de revenus qui est inespérée là, pour une municipalité. Au lac William, pour ce qui est des utilisateurs de bateaux, on a une patrouille nautique qui a fonctionné à raison de 40 heures par semaine tout l'été. On a des bouées tout le tour, on a un chapelet de bouées pour délimiter les vitesses de bateau. À l'intérieur des bouées, il faut circuler à 10 km/h. C'était relativement bien respecté. Je n'ai pas eu de plainte d'utilisateurs de bateaux là, durant l'été.